Bonjour amis et amis d'Altéo, bienvenue aujourd'hui au musée de la Vie Wallonne de Liège pour son exposition moto. En cet après-midi du 8 mars, je vous invite à retrouver notre stagiaire d'Altéo, Providence, qui va vous emmener en balade. Vous avez reçu toutes et toutes un questionnaire en publication sur notre page. Soyez bien attentifs afin de répondre aux 3 questions. Bonjour Providence. Bonjour, pour cette première balade de plaisir, nous allons partir à l'aventure, découvrir les sports et les loisirs de la moto. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Je vous invite à poser vos questions de façon écrite via la conversation sur votre écran. Nous y répondrons en fin de reportage, accompagnés des guides. Je vous emmène et donne la parole aux guides William et Sandra. Venez! Bonjour. Bonjour. Bienvenue au musée de la Vie Wallonne à l'expo moto. Nous allons vous faire découvrir ici cette grande exposition consacrée aux motos. Alors, en tant que musée de société, le musée de la Vie Wallonne n'a pas voulu faire une exposition consacrée à la mécanique, mais plutôt à découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière ces motos. C'est pourquoi, avec Sandra, nous avons développé plein de thématiques que nous allons vous faire découvrir à présent. Il y aura les pratiques, à savoir pourquoi fait-on de la moto. Nous allons découvrir cette soif d'aventure, cette soif de liberté. Également le sport, où la Belgique s'est illustrée. Nous verrons également le côté utilitaire et loisir de la moto. Nous parlerons ensuite des communautés. Qui sont finalement ces hommes et ces femmes qui se fédèrent autour de ces motos? Et enfin, évidemment, nous parlerons de la grande et prestigieuse histoire des motos liégeoises. Ben voilà, vous pouvez maintenant nous suivre. Bienvenue. Et nous voici déjà dans cette première partie de l'exposition moto consacrée aux pratiques. Finalement, pourquoi fait-on de la moto? Quelles sont nos motivations? Après avoir interrogé de nombreux motards et motardes, eh bien, un élément récurrent nous revient à chaque fois, cette soif d'aventure, cette soif de liberté. Et on la retrouve depuis toujours, depuis la création de la moto. Qui n'a jamais entendu l'histoire d'un homme, d'une femme qui a tout plaqué pour faire un road trip à moto? En tout cas, ce fut le cas par exemple ici de Thierry Dricot, journaliste moto, spécialiste du domaine, qui en 2010 a décidé de vivre une incroyable aventure en faisant le tour de Méditerranée à moto. Il a filmé le tout au profit du Télévis. Eh bien, c'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Tous les jours, des gens font des aventures à moto. Rien que le fait de prendre la route à moto est une aventure en soi. Mais, comme je vous l'ai dit, cette soif d'aventure, elle date depuis les origines de la moto. Venez, approchez-vous, venez découvrir d'ailleurs ce premier modèle qui reflète exactement cette soif d'aventure. Nous voici ici devant une FN M22 de la Fabrique nationale qui appartient d'ailleurs toujours à la fabrique, à la fondation Ars Mechanica et qui est un exemple incroyable de ce genre d'aventure. Si vous remarquez déjà, cette moto qui date des années 50 a été conçue avec une remorque qui servait à transporter à l'époque les marchandises, l'essence, mais surtout l'huile. C'était le plus difficile à trouver lors d'une aventure. Et cette moto en particulier a appartenu à un couple de Bruxellois, les Dupont. Alors, les Dupont, c'est quand même incroyable, car en 1957, ils décident sur cette moto de relier Bruxelles à l'Afrique du Sud. Et pour cela, ils vont enfourcher cette FN et chaque fois qu'ils vont traverser un pays d'Afrique, eh bien, ils vont peindre un souvenir, quelque chose qui les ont marqués sur le châssis de cette moto. Et donc, si vous approchez de cette moto, vous allez pouvoir observer des Africaines, ici avec chaque fois le nom du pays, le Sénégal, avec un habitant typique, les paysages, la faune, la flore. Et donc, cette moto est véritablement devenue une œuvre d'art en soi. Et ça, c'est vraiment typique de cette aventure, de cette soif de liberté, parce qu'imaginez qu'à l'époque, traverser des routes en Afrique, ce n'était pas du tout comme maintenant, pas des routes toutes droites, goudronnées, il fallait traverser des cours d'eau, traverser des routes cabossées, c'était une véritable prouesse à l'époque, surtout à moto. Je viens de vous parler de l'Afrique parce que pendant des décennies, au niveau du XXe siècle, l'Afrique a été toujours symbole d'aventure et de nombreux paysages, de nombreuses contrées n'avaient pas encore été explorées à l'époque. C'est le cas encore une fois de cette moto qui appartient aux collections du musée, qui est assez incroyable, c'est la FN13 Red Camina.
Imaginez que cette FN a été spécialement customisée pour pouvoir faire un voyage avec des militaires en Afrique en 1951. Elle a traversé plus de 13 000 km pour rejoindre une base militaire au Congo sous les ordres du lieutenant Cassard à l'époque. Et donc pour customiser cette moto, on a bien évidemment rajouté des éléments de bagage, mais surtout on a dédoublé le réservoir. Parce que comme je vous l'ai dit, l'essence et l'huile étaient vraiment un bien très très précieux et assez rare dans ces contrées. Imaginez que donc ils ont traversé sur ces motos, les paracommandos sous les ordres de Cassard, ils ont traversé toute l'Afrique pour rejoindre la base Kamina, et ce raid a tellement été célèbre, répertorié notamment dans la presse, qu'il a donné ensuite son nom à cette moto qu'on a baptisée maintenant FN13 Raid Kamina. Mais suivez-moi un petit peu, car il y a une moto liégeoise très célèbre au niveau de ses aventures africaines. C'est la FN M70. Le musée de la vie wallonne a la chance de posséder un exemplaire extraordinaire de ce modèle, c'est la FN M70. Ça aussi, cette moto est le symbole incroyable de l'aventure liégeoise, liée aux motos. Pourquoi? Parce qu'imaginez déjà que cette moto, à la base, était baptisée la FN M70 Moulin Rouge. Moulin Rouge, pourquoi? Eh bien, grâce au cercle rouge caractéristique qui était toujours dessiné sur le côté de son moteur. Mais ce n'est pas cela qui l'a rendue la plus célèbre. Parce qu'imaginez que dans les années 20, le désert du Sahara n'avait encore jamais été traversé de part en part. Eh bien, tout va changer grâce à ce modèle liégeois, qui est la première moto qui va pouvoir faire cette traversée du désert du Sahara grâce aux lieutenants Gimier et Werens et Brunetto, ils étaient trois, qui vont pouvoir donc battre ce record en 1927. Donc imaginez, c'est sur cette moto liégeoise qu'on a fait cette première prouesse de traverser le désert du Sahara. Je vous ai parlé de trois hommes, Brunetto, Gimier et Werens. Mais les aventures n'étaient pas qu'une histoire d'hommes. D'ailleurs, si vous observez ici, nous pouvons vous raconter l'histoire incroyable de Justine Thibezard, qui sur la même moto, là toujours la FN M70, âgée à peine de 22 ans en 1931, a décidé de traverser toute l'Asie pour revenir chez nous. Elle était située au Vietnam et elle décide de passer son permis de moto en quelques jours à peine et de faire le défi de revenir jusqu'à Arlon, sa ville natale, à moto. Elle passe son permis et commence le voyage. Et la photo que vous voyez ici, c'est son arrivée à la FN d'Herstal. Donc imaginez, cette jeune fille de 22 ans à peine a réussi cette grande aventure, ce grand défi. Nous sommes à présent devant le bijou des collections du musée de la vie wallonne. C'est la célèbre moto Gilet Sport 350 Sport qui a appartenu au lieutenant Robert Fabry. Alors, qui est ce lieutenant? Imaginez que c'était un jeune aviateur qui travaillait pour l'armée belge. Et dans les années 20, son rêve à lui, c'était de pouvoir tracer une ligne directe entre Bruxelles et la colonie du Congo, la colonie à l'époque du Congo. Et pour cela, à l'époque, il fallait faire un immense détour par l'Égypte, qui était la seule voie sûre connue. Mais c'était un immense détour. Et lui, le lieutenant Robert Fabry, rêvait de pouvoir tracer sa ligne droite pour rejoindre donc le Congo. Mais ce n'était pas évident parce qu'à l'époque, les réservoirs des avions n'étaient pas comme aujourd'hui. Il fallait faire souvent des arrêts pour refaire le plein. Et donc, il fallait repérer des terrains où l'avion pouvait facilement atterrir. Alors pour cela, l'armée lui a confié une mission. Faire le même chemin, mais d'abord à moto pour repérer ce fameux terrain d'atterrissage. Et le lieutenant Fabry va utiliser cette gilet qui lui a été prêtée par Léon Gilet, le fondateur de l'entreprise Gilet belge à Herstal, qui en fait s'est dit c'est une opportunité géniale pour faire de la publicité pour ma moto. Si le lieutenant Fabry y arrive, tout le monde va parler de ma gilet. Et donc Léon Gilet va prêter cette 350 Sport au lieutenant Fabry. Évidemment, pour un tel voyage, il fallait d'abord la transformer. La transformer comment? Eh bien, regardez derrière moi, nous voyons déjà qu'il y a un sidecar qui est à côté de cette moto. Un sidecar qui ne servait pas à transporter une deuxième personne, mais bien du matériel, de l'huile, de l'essence, des vivres, tout ce qu'il fallait, plus de 350 kilos pour faire ce voyage en Afrique. Ensuite, le réservoir a également été dédoublé. On a mis des garde-boue, on a mis un phare particulier. Donc cette moto était vraiment parée pour ce grand voyage. Mais ce n'est pas pour ça que ça a été facile. En effet, imaginez qu'en 1926, quand le lieutenant Fabry a entrepris ce voyage, il a dû démonter cette moto plus de 27 fois. 27 fois
chaque fois qu'il devait par exemple traverser des fleuves africains et transporter en pirogue, il fallait la démonter. Lorsqu'il fallait traverser également des collines, des petites montagnes, donc imaginez, elle était démontée plus de 27 fois. Au musée, on a eu également la chance de consulter des archives qui relatent un peu son aventure, et c'est là que l'on découvre qu'il a vécu d'incroyables prouesses. Notamment, imaginez, comme les films d'aventure, sa moto, à un moment donné, s'est coincée dans des lignes de chemin de fer, le train arrivait et on a su dégager la moto in extremis avant qu'elle se soit faite écraser par ce train. On sait aussi que, notamment, une nuit, le lieutenant Robert Fabry a été attaqué par une meute de hyènes et donc il a dû se réfugier dans une hutte avec sa moto pour survivre. Et donc toutes ces aventures ont été relatées et sont vraiment incroyables. Et d'ailleurs ici au musée, on a la chance d'avoir pu mettre en avant toutes des photographies qui relatent un peu son incroyable aventure en 1926. Regardez ici le lieutenant Fabry qui est embourbé dans des chemins boueux comme il pouvait l'être en Afrique dans les années 20. On a également sa traversée sur des ponts de fortune, sa traversée en pirogue, où sa moto a dû être démontée, mais surtout toutes ces rencontres de toutes ces peuplades africaines qu'il a pu rencontrer durant son aventure. Et grâce à cela, le lieutenant Robert Fabry a réalisé son rêve, car en 1930, il a, grâce à son voyage préliminaire à moto, pu faire cette fameuse liaison en avion entre Bruxelles et le Congo. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, un élément récurrent qui pousse les hommes et les femmes à pratiquer la moto, c'est notamment cette envie de liberté, cette soif d'aventure. Mais ce n'est pas la seule raison. Figurez-vous que la moto est avant tout également un sport dans lequel la Belgique s'est illustrée brillamment, et ce depuis le début. Déjà, figurez-vous que c'est en Belgique, ici même, qu'on a créé pour la première fois au monde le premier circuit sur route fermée. C'était le circuit des Ardennes en 1902, l'ancêtre de Spa-Francorchamps. C'était une première mondiale, une première dans laquelle cette course se faisait vraiment de manière plus sécurisée et non pas de village en village ou sur d'autres routes empruntées par d'autres transports. D'ailleurs, regardez cette photo derrière moi très intéressante qui montre le fameux démon liégeois qui était un champion liégeois très connu au tout début du XXe siècle qui à l'époque concourait avec sa moto sur des vélodromes parce que la moto n'était pas encore assez développée, contrairement au vélo, le vélo qui faisait déjà de nombreuses compétitions sur des vélodromes. Et bien celui-ci notamment, ce vélodrome s'est situé sur le parc de la Beauvrie. Et donc ces premières compétitions se déroulaient là, avant les compétitions officielles, notamment celle de Spa-Francorchamps, dont je vous ai dit l'ancêtre était le circuit des Ardennes en 1902. Eh bien, il s'est arrêté à la Première Guerre mondiale et directement après, en 1921, on a inauguré officiellement ce fameux toboggan des Ardennes, le circuit de Spa-Francorchamps, aujourd'hui connu mondialement. Et donc, on a en Wallonie de nombreux circuits de légende, et qui dit circuit de légende dit également champion de légende. Et il faut savoir qu'encore une fois, la Belgique s'est fortement illustrée dans ce domaine. Derrière moi, vous avez d'ailleurs la photo de René Milou, qui est l'un des plus grands champions moto belges du début du XXe siècle. Il concourait notamment sur Gilet, cette fameuse marque liégeoise qui vient de Herstal, et plus particulièrement sur cette moto. Cette Gilet 600 est une gilet incroyable, c'est un trésor, un bijou de technologie, et figurez-vous que cette moto a battu plus de 80 records mondiaux, dont certains sont toujours abattus actuellement. Pour vous dire que vraiment qu'à l'époque, battre ces records de vitesse était essentiel pour les marques liégeoises. Pourquoi? Car comme pour les aventures dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien cela servait la marque, sa publicité. Plus une marque remportait des records et des championnats, plus elle avait une aura, une valeur, une réputation, et plus elle pouvait vendre ses motos. C'était donc très important. Et à l'époque, ces grandes marques, que ce soit FN, Sarolea ou Gilet, avaient vraiment un département en course, secondé par de nombreux ingénieurs pour toujours améliorer leur moto et battre ces records, comme cette fameuse Gilet avec son champion René Milou. Si René Milou était vraiment le grand champion pour la marque Gilet, Sarolea avait également son champion de légende en Grégoire. Grégoire était un grand champion qui a concouru sur Sarolea, notamment cette Sarolea monotube. Et c'était vraiment un champion qui était adulé à l'époque. Il a remporté à plusieurs reprises le championnat de Belgique et même ce record de vitesse en départ arrêté à une vitesse moyenne de 134 km/h. Au début des années 30, c'était incroyable. Malheureusement, ce qui arrivait encore souvent à l'époque, au niveau de la sécurité, eh bien, Grégoire a fait un accident malheureux lors d'un entraînement avant une compétition
et il en est décédé en 1933. Tout le monde a été fortement marqué par ce décès et même et surtout nos voisins français très attristés qui ont rebaptisé en son honneur cette Saroléa monotube en Saroléa Grégoire en son honneur. Alors évidemment les compétitions ont continué, on a continué à faire évoluer les motos jusqu'à des modèles beaucoup plus récents que nous exposons également ici dans l'exposition moto. Avec cette Honda, parce qu'évidemment après les années 50 les japonaises ont débarqué et là vous voyez vraiment cette Honda NR de 1991 qui a un véritable condensé de technologie, qui a remporté également de nombreux prix et qui n'a été construit qu'à quelques centaines d'exemplaires. C'est vraiment un modèle spécifiquement fait pour les courses. Et donc vous voyez cette magnifique évolution entre ces premières motos de course, rappelez-vous le démon liégeois qui concourait encore sur des vélodromes, avec ces motos actuelles qui vraiment représentent cette évolution vers toujours plus de vitesse, toujours plus d'exploits. Je viens de vous parler des courses GP dans lesquelles la Belgique s'est fortement illustrée depuis ses débuts, avec René Milhoux, Grégoire et d'autres grands champions. Mais s'il y a un domaine dans lequel notre pays, et plus particulièrement la Wallonie, s'est fameusement illustré, c'est surtout le motocross, avec deux modèles que vous voyez ici justement derrière moi. Imaginez que cette discipline qui est née d'abord en Angleterre est très vite arrivée dans notre pays et que depuis le début du championnat du monde dans les années 50, la Belgique a remporté plus de 56 victoires au championnat du monde. Ça veut dire que nous sommes dans le top mondial, nous sommes les leaders au niveau des victoires de motocross. Et cela grâce à des grands champions de légende, Malherbe, Jobé, Rayet, toutes ces personnes ont vraiment contribué à l'âge d'or de la motocross en Belgique et en Wallonie, surtout dans les années 60, 70, 80 et 90. Même si la discipline n'est pas terminée, car nous avons encore de jeunes champions qui font de cette discipline beaucoup d'espoir pour la Wallonie, il faut dire vraiment qu'on a connu un véritable âge d'or du motocross. Et notamment, c'est le cas de la moto que vous voyez ici, derrière moi, qui est une FN qui a appartenu au champion René Batten. René Batten qui a gagné lui également le championnat du monde de motocross dans les années 50 et dont le musée a la chance de posséder un exemplaire, tout comme l'exemplaire à côté qui est une Saroléa de cross également. Alors, je vous ai parlé du GP, je vous ai parlé du motocross, mais il y a encore une dernière discipline dans laquelle on s'illustre fièrement, c'est le trial. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, le trial, c'est pouvoir surmonter différents obstacles. Ce n'est pas un concours de vitesse, mais plutôt d'obstacles. Et dans cette discipline, nous avons deux grandes familles à Liège, les Crosset et les Lejeune, qui s'illustrent également depuis de nombreuses années chez nous. D'ailleurs, sachez qu'à Comblaine-au-Pont, on organise une partie du championnat du monde de trial, preuve que notre pays est encore sur le devant de la scène dans cette catégorie. Nous terminons cette première partie sur les pratiques de la moto par vraiment peut-être la plus importante, entre loisirs et utilitaire. En effet, pendant longtemps, la moto a d'abord été utilitaire. On l'utilisait notamment dans la classe ouvrière pour aller travailler. C'était un moyen efficace de se déplacer et c'est symbolisé par cette FN M67 qui pouvait être tout à fait utilisée par les ouvriers. À l'époque, regardez ces motos liégeoises, elles étaient robustes, faciles à réparer, on pouvait la bidouiller si on avait quelques notions de mécanique. Et donc c'était vraiment ce côté utilitaire qui primait. Mais tout va basculer après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 50, l'automobile va enfin se démocratiser. Tout le monde pourra avoir ou presque accès à une voiture, notamment à cette célèbre 2 chevaux. Et donc c'est la voiture qui va prendre ce rôle d'utilitaire, beaucoup plus simple qu'une moto, on peut y ranger ses courses. Madame et les enfants peuvent aller dans la voiture également avec le conducteur. Et donc tout doucement, à partir des années 50, le rôle utilitaire de la moto va progressivement disparaître. Et en plus, cela correspond vraiment au passage à la fin des motos liégeoises qui vont tout doucement diminuer face à la concurrence de motos étrangères, les anglaises, les italiennes, mais surtout les japonaises. Parce que les Japonais, très malins, ont bien compris que le vent tournait au niveau de la moto. C'est pourquoi ils ont commencé à proposer, à partir des années 50 et surtout 60, des motos légères,
faciles à conduire, résistantes, à des prix abordables, car ils avaient senti que la moto de loisir arrivait. Et c'est représenté ici par cette mythique Black Bomber qui représente vraiment ce passage des motos liégeoises vers les motos asiatiques, notamment japonaises, dans les années 60. Et là, ça va être vraiment le loisir qui va primer. Si on prend une moto, c'est pour faire des balades, pour se réunir ensemble le week-end. Par contre, la moto utilitaire n'a pas dit son dernier mot. Évidemment, avec les bouchons, avec les villes qui s'engorgent, eh bien, ces dernières années ont vu vraiment le grand retour de ces motos utilitaires, ces motos que l'on voit à 3 roues pour plus de sécurité, ces motos de petits cylindrés qui peuvent se faufiler entre les voitures. Et donc, cela signe ces dernières années le grand retour de ces motos utilitaires à côté des motos de loisirs qui continuent également à avoir beaucoup de succès. Cette Honda Black Mamba représente donc beaucoup de souvenirs pour des passionnés qui rappellent de grands moments dans leur jeunesse, et c'est le cas notamment de celle-ci qui appartient à Marc Isaïe, un grand passionné de la marque Honda. Merci. Après cette courte pub, nous nous retrouverons pour les questions-réponses. Je m'appelle Andrus, je suis animateur à Altéo Liège et pour l'expo moto du musée de la vie wallonne, je roule en moto.